Rebonjour, vous écoutez toujours Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent toujours aux post-occidentaux. J'ouvre à présent la deuxième des trois capsules que j'ai décidé de consacrer aujourd'hui aux commentaires de ces journées russes de la fin juin 2023. Et c'est une capsule abordant un sujet un peu délicat et qui, de ce fait, n'a, j'ai l'impression pour l'instant, pas été traité en français, ou alors sur des plateformes et sur un ton qui peuvent assez facilement faire peur au public, disons au public respectable, étant donné qu'il s'agit de la dimension ethnique euh, des événements, plus exactement du discours ethniciste qui, ça et là, apparaît de manière de plus en plus prononcée chez les acteurs des événements en cours. Dans ma première capsule, je faisais déjà allusion aux propos peu amènes, c'est le moins qu'on puisse dire, du commandant Igor Strelkov sur Evgeny Prigojine, qu'il traitait non seulement de traître, bon ça c'est déjà aussi le cas de Vladimir Poutine lui-même, etc. Bon, ça n'est plus très très original aujourd'hui, mais qui allait même jusqu'à dire, jusqu'à se demander dans quelle mesure on peut considérer, dans quelle mesure lui et ses patriotes peuvent considérer Evgeny Prigojine comme un traître, sous-entendu un traître à la nation russe, dans la mesure où il n'est pas russe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par russe? Est-ce que Evgeny Prigojine ne serait pas citoyen de la Fédération de Russie? Est-ce qu'il ne serait pas né en Russie, etc.? Non. Ça veut simplement dire qu'Evgeny Prigojine est juif. Et ceux qui ont choisi cette grille de lecture des événements, qui, à mon avis, n'est pas la plus intéressante, pour ne pas dire erronée, n'auront pas manqué de remarquer que parmi les voix qui, de manière souvent un peu surprenante d'ailleurs, puisque c'était plutôt des voix opposées à la guerre jusque-là, et qui donc ne professaient généralement pas une grande sympathie pour Prigojine, le boucher de Bakhmout, et puis qui se sont ralliés finalement à Prigojine, devenu soudain un héros, un libérateur, à partir du moment où il a rompu le consensus poutinien. Eh bien, parmi ces voix, on a aussi remarqué celle de l'oligarque ou de l'oligarque déchu, enfin il doit avoir de beaux restes, Khodorkovsky. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a remarqué? Pour beaucoup de bonnes raisons, mais l'une d'entre elles dans ce contexte, c'est que Khodorkovsky, lui aussi, comme une grande partie de cette oligarchie, a des origines juives. Pourquoi est-ce que je relève ça? Euh, Serait-ce parce que j'épouse le point de vue de Strelkov, donc qui est une sorte de point de vue essentialiste, hein, qui l'explication implicite, hein, sous-entendue des événements que contient ce genre de remarque, c'est que, eh bien, voilà, il y a une conspiration juive contre le pouvoir national russe, incarné en l'occurrence par ce Vladimir Poutine, que ce même Strelkov lui-même, euh, je renvoie à la capsule précédente, ne s'est pas privé de critiquer, là aussi implicitement, mais quand même très durement. Non, si je relève ça, c'est au contraire parce que je pense que l'apparition du thème ethnique dans le débat relève, révèle au contraire euh, un déficit de sens de ce débat. Euh, Parce que c'est une règle générale, hein. Le, les antagonismes ethniques dans les sociétés modernes, industrielles, urbanisées, ont tendance à apparaître un peu comme des sparadraps quand la dialectique politique à l'œuvre dans ces sociétés piétine. Donc en gros, quand on se trouve dans une impasse, il y a toujours la possibilité euh, d'essayer de s'en sortir en convoquant des catégories en réalité périmées, hein. Euh,
Je sais pas si, je pense que la plupart des francophones ne se rendent pas vraiment compte. Certains s'imaginent peut-être juifs russes et chrétiens russes, donc russes orthodoxes, comme des groupes sociaux ayant des modes de vie, des valeurs, peut-être même un dialecte ou que sais-je, très différents ou au moins différents. Bon, ça n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que il faut vraiment disposer de l'information familiale, des archives, hein. C'est c'est un élément d'identification par le passé, mais qui n'a pratiquement plus de conséquences culturelles dans la réalité quotidienne de ces gens. Littéralement et d'ailleurs même physiquement, rien ne ressemble plus à un russe orthodoxe qu'un juif russe. Moi, je pense qu'on assiste au sein de l'opinion nationaliste russe à une sorte de débandade, pas forcément de débandade militaire, ni même encore politique, forcément, mais de débandade idéologique. Euh, Dans la capsule précédente, je faisais remarquer que, alors même qu'ils sont aujourd'hui des ennemis déclarés, Strelkov et Prigojine partagent en réalité pratiquement le même constat sur les tares structurelles de la politique et de la société russe actuelle. On peut ajouter une deuxième observation qui est que si leur perception des problèmes est très semblable, en réalité, leur idée des solutions ou finalement l'espèce de d'idéal politique que suggère, sans forcément toujours beaucoup en détailler la réalité, mais que suggère leur discours, est lui aussi en fait quasi identique. Euh, on peut le résumer, disons, en disant que c'est cet essentialisme national plus ou moins réchauffé du 19e siècle, qui s'exprime aussi de manière extrêmement claire dans les écrits récents relatifs notamment à l'histoire de l'Ukraine et au rapport entre peuple ukrainien et peuple russe de Vladimir Poutine. Et pour ma part, j'ai en effet l'impression que c'est justement ce déficit de différenciation, c'est-à-dire le fait qu'il y a une débandade, qu'il y a des gens qui s'opposent concrètement de manière extrêmement féroce, qui veulent se faire la peau et qui ont besoin d'un discours politique de justification, mais qu'ils sont pratiquement incapables de se différencier idéologiquement, tout simplement parce qu'en réalité, ils sont dans une situation de gémellité, hein. C'est un peu la situation qu'avait décrite René Girard dans sa théorie des rivalités mimétiques. Et c'est typiquement, à mon avis, le genre de situation dans lesquelles, notamment en Europe orientale, on va voir émerger le thème ethnique comme une sorte de d'issue de secours, hein. C'est-à-dire que euh, comme finalement Strelkov n'a pas vraiment de contre-argument permettant de délégitimer la démarche de Prigojine sur le fond. En disant ça, je ne sous-entends absolument pas que pour ma part, j'approuverais ou soutiendrais ou je procède à une analyse parfaitement dépassionnée, hein. Mais je constate que, comme, disons, la partie du spectre nationaliste russe qui s'est désolidarisé de Prigojine au moment de sa provocation, de sa rébellion, ne dispose en réalité pas d'arguments idéologiques permettant de se différencier de Prigojine, c'est-à-dire de se légitimer eux-mêmes tout en le délégitimant lui. Eh bien, il leur reste ce vieux levier
qui est celui des pogroms, et qui est de pointer du doigt sa judéité et celle d'un certain nombre d'autres grands acteurs et oligarques du régime poutinien. Euh, Certains restaient fidèles, d'autres, comme Khodorkovsky, ayant rejoint la rébellion de Prigojine. Et là aussi, pour l'observateur, disons, non initié, le, à défaut de contexte, l'observateur peut finir par croire que, ah bah, effectivement, c'est incroyable le nombre de juifs russes autour de Prigojine. Euh, oui, euh, ça, c'est comment dire, c'est une impression compréhensible de la part de ceux qui ne, ne connaissent tout simplement pas la réalité de ce régime poutinien, où en réalité, depuis le début et pratiquement sans interruption, l'oligarchie russe ethniquement juive a été extrêmement présente et le reste. Hein. Ne faites pas confiance, hein, à ces discours d'une certaine extrême droite française qui vous explique que, euh, je sais pas, Vladimir Poutine mène la juste guerre de l'Europe blanche, etc., contre le juif Zelensky ou que sais-je. Ce sont des discours soit mensongers, hein, dans la mesure où leurs auteurs ont conscience des énormités qu'ils profèrent, soit tout simplement idiots. Circuler, il n'y a rien à voir.